merci. Bonjour à toutes et à tous et merci à Planète Sociale, l'ensemble des partenaires qui ont organisé cette journée, de nous y associer parce que je crois que c'est le programme qui est proposé laisse présager des échanges passionnants sur une thématique, vous vous en doutez, qui m'est chère, et je crois que c'est une occasion rare dans cette journée de travaux de revenir sous différents angles sur ce sujet, avec une variété d'expériences, de compétences, d'éclairages des intervenants qui vont succéder. Et voilà, à la fois les apports des praticiens, des apports universitaires, des apports de l'administration. Je suis certain que ça complétera beaucoup le regard sur le sujet et permettra de revenir sur ces 10 dernières années. Et puis c'est aussi l'occasion, du coup je vous remercie aussi, ceci nous a aussi donné l'occasion à la Direction Générale du Travail en interne un peu de prendre le temps de consolider notre regard aussi sur ces 10 dernières années et pour dire ce que nous en retenons principalement. Alors pour commencer, peut-être avant d'évoquer les processus de restructuration des branches en tant que tels, il me paraît utile de commencer par rappeler les grandes évolutions de l'environnement et du cadre de la négociation de branches intervenues au cours de ces 10 dernières années. D'autant plus nécessaire que, de mon point de vue, évidemment, il ne faut pas envisager la restructuration des branches comme un objet en soi, mais comme un levier d'appui au développement du dialogue social, de la négociation au niveau des branches professionnelles. Et la conviction qui sous-tend ce chantier est bien évidemment qu'un paysage conventionnel composé de branches fortes contribue à l'amélioration de la régulation économique et sociale sectorielle, à la fois au bénéfice des employeurs et des salariés. Et à cet égard, c'est évidemment un pilier essentiel de la politique du travail que nous impulsons à la Direction Générale du Travail. Donc, je vais commencer par revenir sur quelques-unes de ces grandes évolutions du rôle des branches professionnelles ces dernières années, en commençant par dire que la légitimation des partenaires sociaux à travers la réforme de la représentativité a été un élément absolument essentiel. Et quand on pose un regard sur 10 ans de restructuration, c'est bien sûr se projeter en arrière en 2014 sur l'année qui a vu se parachever l'édifice législatif de la refonte du système d'établissement de la représentativité des partenaires sociaux avec la loi fixant les critères de la représentativité patronale. Alors, je ne vais pas évidemment développer ici l'ensemble des dimensions techniques de ce sujet juridique et politique, mais même si c'est un sujet d'actualité pour beaucoup d'entre nous en ce moment, mais peut-être rappeler quelques points les plus notables, me semble-t-il. D'abord, nous sommes passés d'une représentativité descendante, avec la présomption irréfragable, ou au mieux horizontale, avec le principe de reconnaissance mutuelle de la représentativité patronale, à une représentativité ascendante, fondée sur l'élection, côté syndical, et sur l'adhésion du côté des organisations professionnelles. Et nous sommes passés d'une représentativité immuable ou presque à une représentativité qui doit se démontrer périodiquement. Et en quelque sorte, nous sommes passés d'une forme de propriété des organisations signataires ou adhérentes sur leur convention de branche à une forme de prédominance de la branche sur les acteurs qui la composent. J'entends par là que le champ d'application définit les contours de la branche et définit le périmètre dans lequel les organisations vont rechercher la représentativité pour figurer autour de table. L'obtenir, potentiellement la perdre, la renforcer ou y être concurrencée. Et nous sommes passés du principe d'une légitimité syndicale permettant à une organisation seule de signer à l'empire de l'accord majoritaire, ouvrant la porte aux coalitions durables ou de circonstances et permettant la singularité des positionnements, la signature, l'abstention, l'exercice du droit d'opposition, en résumé la négociation dans toute sa complexité et dans un cadre bien établi. Et puis nous sommes en définitive passés à un système fondé sur des partenaires sociaux légitimés par le vote et l'adhésion. Alors certes, cette réforme a des conséquences que certains contestent, à commencer par l'instabilité qu'elle peut générer sur les tours de table, mais il s'agit bien des conséquences de la mise en place d'un système fondé sur la volonté de mesurer les préférences réelles des salariés et des employeurs, et donc à un système résolument plus démocratique. Un système qui a donc renforcé la légitimité des acteurs tout en modifiant potentiellement la nature. Et à cet égard, les juridictions ont par exemple fait prévaloir dans différentes décisions le principe démocratique sur le principe contractuel, autrement dit la représentativité sur la qualité de signataire. Et dans un autre registre, les juridictions ont aussi reconnu dans une série de décisions largement commentées la légitimité des partenaires sociaux dans les choix opérés en matière de droit collectif. Ainsi, la Cour de cassation, car les organisations syndicales sont investies de la défense des droits et intérêts des salariés
et à l'habilitation desquels ces derniers participent directement par leur vote, reconnaît une présomption de justification des différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de convention ou d'accord collectif. Ce renversement de la charge de la preuve est très important et il me semblait essentiel de le souligner ce matin. Au-delà de cette question précise, certains y ont vu les prémices sur le long terme d'une évolution du contrôle du juge, privilégiant désormais les questions de processus de négociation, autour notamment des questions de loyauté. On ne peut que mesurer ici le renforcement de la place de l'accord collectif auquel la réforme de la représentativité a contribué. Et si la jurisprudence de la Cour de cassation sur le sujet a suscité de nombreux débats doctrinaux, à minima, on s'entendra pour dire qu'ils ont eu pour effet de rappeler à tous les acteurs et observateurs de la négociation collective les effets structurants de cette réforme sur le dialogue social, sur sa légitimation comme modalité de construction des règles de régulation économique et sociale. Mais bien évidemment, les effets de la réforme de la représentativité ne se limitent pas aux décisions et réflexions juridiques. Ils ont largement aussi œuvré à modifier les conditions de la négociation, aujourd'hui ancrées dans les pratiques et dans un cadre renouvelé, autour notamment des CPPNI, donc créés par la loi de 2016, deuxième réforme clé des 10 dernières années, ce que je veux souligner ce matin. Évoquer l'obligation de création par chaque branche d'une CPPNI, issue de la loi de 2016, peut paraître un peu technique, mais c'est pourtant une évolution majeure. L'objet qui est devenu la CPPNI engage bien d'autres aspects que la seule question de la gouvernance. Alors rappelons peut-être les grandes missions de la CPPNI: négocier et interpréter les accords, observer et rapporter sur la situation de la branche, sur diverses thématiques, représenter la branche auprès des pouvoirs publics. On pourra bien sûr objecter que l'exercice effectif de ces missions est variablement assuré par les CPPNI de branche, notamment sur les aspects observation. Mais l'essentiel réside certainement dans le fait d'avoir doté les branches d'une instance de gouvernance spécifique aux missions bien définies. On pourra constater la place centrale que cette instance occupe désormais dans la caractérisation de la branche professionnelle. Je n'ouvrirai pas ici la discussion sur la définition de la branche professionnelle, extrapolée ou non de l'existence d'une convention collective de branche, et je pense que la position de la DGT sur le sujet est bien connue, à défaut d'avoir toujours été partagée. Je me bornerai à indiquer que le régime juridique des fusions de branches qui permet le maintien des conventions collectives pendant le délai de 5 ans prévu à l'article L226133 du Code au sein d'une branche unique, fait donc de l'installation de la CPPNI et du champ d'application fusionné l'acte premier de la nouvelle branche professionnelle. On ira même jusqu'à constater que la CPPNI et le champ d'application peuvent entre autres caractériser l'existence d'un périmètre utile à la négociation, objet nouveau, issu de jurisprudence récente, que le mouvement de restructuration des branches a mis en lumière. Ce périmètre utile peut en lui-même caractériser, c'est selon, la création d'une branche ou annoncer la perspective d'une branche en devenir. Sans trancher ce débat, qu'il n'y a peut-être pas lieu de vouloir clore ici, on y verra donc la place substantielle de la CPPNI dans l'identité de la branche professionnelle, à la faveur notamment du processus de fusion de branches mis en œuvre concomitamment à l'émergence de cette instance dans le paysage de la négociation collective. En même temps, troisième temps utile en détour sur les évolutions du cadre de la négociation de branche au cours de ces 10 dernières années, revenir rapidement sur le réagencement des rôles de la branche et de l'entreprise. Évidemment, vous avez tous en tête les innovations majeures portées par la loi de 2016 et les ordonnances sur ce sujet. Pour aller à l'essentiel, quelques éléments fondamentaux. Les ordonnances de 2017 ont renforcé la place du droit conventionnel au cœur des nouveaux modes de régulation et elles ont renforcé très fortement la complémentarité entre le dialogue social de branches d'entreprise et interprofessionnel afin que les évolutions induites à chaque niveau de négociation s'inscrivent en cohérence les unes avec les autres en bénéficiant le cas échéant des adaptations nécessaires. Et vraiment dans une logique de complémentarité et pas une logique de concurrence. Ces évolutions ne remettent pas en cause le rôle des branches professionnelles, mais au contraire les positionnent à un niveau pertinent, tant en termes d'attractivité que de régulation sectorielle. Et sans détailler trop les chiffres des derniers bilans de la négociation collective, peut-être juste souligner que, alors qu'on a connu depuis 2014 un quasi-doublement du nombre d'accords d'entreprise conclus chaque année, cette évolution n'a pas remis en cause la place des accords de branche, toujours supérieur à 1000 accords conclus chaque année,
comme antérieurement aux lois de 2016 et aux ordonnances de 2017. Ce dispositif traduit bien que c'est la place des branches professionnelles renouvelées que l'on a pu aussi mesurer au cours des 3 dernières années sur les questions salariales, avec l'enjeu permanent de veiller à la conformité des minima conventionnels au SMIC, mais également la question portée autour de l'éventail des rémunérations portées par les conventions collectives, ou l'enjeu de l'actualisation des grilles de classification. Finalement, on voit bien que loin d'un affaiblissement, les branches sont de plus en plus que jamais attendues sur les missions qui sont les leurs et les dynamiques auxquelles il faut qu'elles soient au rendez-vous. Et d'ailleurs, au-delà de la question centrale de la rémunération, les praticiens du dialogue social de branche, que beaucoup d'entre vous sont, auront également constaté que les thèmes de négociation de branche continuent à s'étoffer avec des nouvelles compétences exclusives, par exemple en matière de prévoyance complémentaire ou d'usure professionnelle. Et voilà, on peut être certain que de nouvelles thématiques pourront émerger, de nouvelles missions pourront être rajoutées, confortant encore davantage la responsabilité portant sur les branches professionnelles. 4e point à souligner sur l'évolution des 10 dernières années sur le cadre juridique des négociations de branche, c'est autour des nouveaux outils de la négociation de branche qui sont venus renforcer, accompagner le développement de la négociation de branche. Alors, on pense notamment à la possibilité qu'ont les branches de définir leur agenda social en organisant et priorisant par accord collectif les thèmes de négociation, avec une grande flexibilité en termes de périodicité, pas toujours saisie, mais qui est quasi totale. En s'inspirant également de la pratique, la loi de 2016 a reconnu la possibilité de conclure des accords de méthode préalablement à la négociation d'accords de branche. On observe depuis la DGT un relatif succès de cet outil, qui n'est d'ailleurs pas étranger à la mise en œuvre du chantier de restructuration des branches, qui a été un terrain assez propice à la conclusion d'accords de méthode. Et puis les accords types, également, un levier, même si les branches y recourent encore peu au-delà des domaines de l'intéressement et de la participation, c'est évidemment un outil essentiel. Et puis enfin, et même si c'est une logique très différente, important aussi de noter, et c'est dans les dynamiques de négociation de branche en appui un point essentiel, l'obligation de prévoir, sauf justification, des clauses spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés, qui était aussi une invitation à se pencher sur la question et aussi à travailler à cette articulation de négociation de branche et entreprise pour des entreprises qui n'ont pas la faculté ou peu la faculté d'être couvertes par des accords d'entreprise. Voilà, je ne vais pas ici faire un bilan de chacun de ces dispositifs, mais juste dire que le cadre des 10 dernières années, à travers l'évolution de ces outils, l'évolution du cadre de la représentativité, de l'articulation avec les branches et les entreprises, ont été des paramètres importants d'accompagnement et de contexte sur les 10 ans de restructuration des branches, dans lesquels je vais dresser maintenant un regard plus approfondi. D'abord, peut-être un détour. Pourquoi avoir mené ce chantier et pourquoi dès 2014 ? Alors, je crois qu'en premier lieu, la mise en œuvre de la réforme de la représentativité dès 2014 a mis en lumière ce qui était connu, mais alors est devenu évident et non soutenable, l'extrême hétérogénéité et éclatement du paysage conventionnel. En 2014, 900 conventions collectives recensées, près de 700 en dehors des conventions agricoles. Et puis en second lieu, et c'est ici même la finalité principale du chantier, car le mouvement de décentralisation du droit du travail, la promotion de la négociation collective, la légitimation de ces acteurs et l'élargissement de leur marge de manœuvre avaient pour indispensable corollaire la constitution de branches fortes, disposant de moyens et de capacités nécessaires à l'exercice de la plénitude de leur mission présente et à venir. Quelles ont été les grandes étapes de ce chantier ? Alors tout d'abord, je vais revenir rapidement, je vous rassure, sur les grands jalons des évolutions législatives. D'abord, la section restructuration a fait son apparition dans le Code du travail en 2014, dans une version visant principalement les branches dotées d'une faible couverture de représentativité patronale et d'une activité conventionnelle insuffisante, avec une technique alors privilégiée dans la loi qui est celle de l'élargissement, dans le cadre d'une procédure qui ne permettait pas d'outrepasser les oppositions, mais de constater un peu la mort clinique de ces conventions. En 2015, la procédure se précise, mais reste toujours conditionnée à un consensus général des partenaires sociaux, parce que la loi du 17 août 2015 introduit un critère de faiblesse, un critère de la taille de la branche,
je reprends les termes, taille limitée et faiblesse du nombre d'entreprises et des effectifs salariés. Mais à ce stade, la fusion des branches est restée largement théorique. Et c'est la loi du 8 août 2016, dans cette loi, que le législateur engage réellement une dynamique de fusion, avec la fixation d'un objectif d'environ 200 branches professionnelles à atteindre dans les 3 ans, et une méthode confiée aux partenaires sociaux interprofessionnels le soin de s'entendre sur les moyens d'atteindre cet objectif. Pour ce faire, le législateur a procédé à la refonte de la section de restructuration des branches du Code du travail pour lui donner l'architecture qu'on connaît aujourd'hui, avec un cadre posé par l'article L22-61-32, qui définit alors 5 critères alternatifs permettant au ministre d'engager une procédure de fusion. Maintien et le régime juridique de la fusion est précisé à la création, dans l'article suivant du Code, qui précise que les conventions collectives sont maintenues pendant 5 ans et on applique la convention collective d'accueil à l'issue de ce délai. Et puis l'article encore suivant, le 22-61-34, qui définit les règles en matière de représentativité en cas de fusion. Et cette même loi de 2016, chacun le sait, affirme le caractère national de la branche professionnelle, ce qui a été un élément absolument structurant dans le secteur. On y reviendra dans quelques instants. Et puis peu après la loi de 2016, les ordonnances de 2017 ont fixé le seuil de 5000 salariés et raccourci le délai pour la mise en œuvre de la fusion par voie d'arrêté ministériel. Et puis 3 dernières évolutions législatives importantes. La loi du 5 septembre 2018, qui ajoute un 6e critère, qui est le critère pour l'engagement d'une fusion, qui est le critère de l'incapacité d'assurer effectivement la plénitude de ses compétences en matière de formation professionnelle et d'apprentissage. Et puis le Conseil constitutionnel, en 2019, dans une décision QPC sur laquelle je reviendrai, a considéré que le critère de cohérence des champs n'avait pas été défini de manière suffisamment précise dans la loi pour être valide. Et puis la loi du 16 août 2022, portant mesures d'urgence pour le pouvoir d'achat, qui a rajouté la persistance de minima conventionnels infra-SMIC comme un élément permettant de caractériser la faiblesse de la vie conventionnelle. En application de ces grandes évolutions légales, quelles ont été les grandes étapes de la mise en œuvre ? Alors en premier lieu, il y a eu un travail, et je vais m'arrêter sur ce point quelques instants, de recensement de l'ensemble des conventions enregistrées et de clarification de celles qui étaient applicables. Je crois que c'est un travail qui a souvent été sous-estimé en termes de complexité et de lourdeur. Il s'agissait rien de moins que de clarifier l'état du droit conventionnel applicable en recensant l'ensemble des conventions déposées à la DGT, parfois depuis plusieurs décennies. Et en effet, dans la logique qui précédait, les outils manquaient pour une gestion dynamique du corpus conventionnel. Les premières mesures de représentativité nous avaient quand même donné quelques indications sur les champs conventionnels vivants. Et la première phase du chantier s'est donc attelée à clarifier ce paysage, en lien avec les partenaires sociaux de la sous-commission restructuration des branches, avec la technique de la suppression d'IDCC qui a été mise en place. Et alors quelques mots sur cette technique de la suppression des IDCC qui a aussi suscité des débats et des critiques, mais à mon sens relevant plus d'un malentendu. La DGT ne confond pas convention collective et IDCC, mais se doit, en attribuant ou en retirant des IDCC, d'être à jour de la réalité du paysage conventionnel, compte tenu des multiples usages des IDCC, de la statistique nationale jusqu'au logiciel de paye. Or, si la création d'une convention ou sa dénonciation font l'objet de notifications par les organisations à l'origine de ces démarches, ce n'est pas le cas des situations de mise en cause des conventions qui renvoient à des situations de fait. Et en conséquence, dans les situations envisagées de mise en cause, notamment du fait de la disparition des organisations signataires, la sous-commission en restructuration des branches a constaté cette situation et la DGT en a tiré les conséquences en supprimant l'IDCC et le texte de base de données publique. Et la suppression des IDCC est donc dans ce cas la conséquence et non le fait générateur de la suppression d'une convention collective. Et puis dans certains cas, les IDCC ont été retirés car elles avaient été attribuées à des textes qui relevaient en réalité plus d'une logique d'accord d'entreprise qu'une logique d'accord de branche. C'est dans ce cadre que l'IDCC de 179 branches a été supprimé, 170 pour les situations juridiques de mise en cause et 9 pour des situations spécifiques d'attribution d'IDCC à des accords en réalité d'entreprise. À partir de 2016, deuxième étape, la constitution de branches nationales dans les secteurs historiquement territorialisés. C'est bien évidemment un des aspects les plus structurants du chantier, avec l'affirmation du caractère national de la branche professionnelle
Et à cet égard, si la loi de 2016 avait confié la primauté des partenaires sociaux pour établir le paysage conventionnel d'environ 200 branches, les organisations qui étaient des principaux secteurs concernés par les conventions territoriales ont été au rendez-vous avec des accords de méthode. Évidemment, ici, mais ça a été déjà évoqué dans le champ de la métallurgie, mais par exemple dans le champ également de l'agriculture, avec un travail très ambitieux et qui aboutit et qui est un acquis vraiment fondamental du chantier de restructuration des branches. Et puis à partir de 2018, troisième étape, c'est la fusion des branches de moins de 5000 salariés. Et là, il s'agit certainement de la phase la plus commentée, car par sa nature, c'est celle qui a mis en mouvement le plus de branches professionnelles, quasiment toutes, soit qu'elles étaient des branches concernées par le seuil, soit étant des branches d'accueil. Je ne vais pas rentrer forcément dans le détail complet de cette période, mais peut-être juste dire quelques-uns des principes qui ont sous-tendu notre action. D'abord, l'édiction des arrêtés de fusion n'est intervenue que de manière subsidiaire, c'est-à-dire en l'absence d'accord entre les organisations de branches concernées sur leur rattachement conventionnel. Ça, c'est le point fondamental, y compris lorsque la fusion est intervenue via un arrêté ministériel, celle-ci n'est pas opérée par un choix ex cathedra, mais au contraire en s'appuyant sur des travaux conventionnels engagés. Dans l'immense majorité des cas, les partenaires sociaux des branches étaient saisis de la question, avaient examiné plusieurs hypothèses et ne parvenant pas à trancher, ils nous renvoyaient au ministre du Travail, en consultation en lien avec les partenaires sociaux interprofessionnels de la sous-commission restructuration de branches, d'établir le périmètre. Ainsi, cette phase n'a pas été une construction descendante, mais bien un travail établi en concertation avec les partenaires sociaux des branches et du niveau interprofessionnel qui se sont bien appropriés le chantier. Alors vous le savez, cette phase a été brusquement mis en suspens par la crise sanitaire et ensuite par la situation post-crise sanitaire. Mais des travaux ont toutefois continué ensuite, un peu plus discrètement, avec plusieurs arrêtés de fusion en 2021 et encore cet été en 2024. Et au total, dans ce troisième temps, c'est 96 conventions collectives de branches qui ont été fusionnées, créant 49 branches issues de ces fusions, avec 28 branches par biais d'accords collectifs, 24 branches par la création de nouvelles conventions collectives et 44 par arrêté ministériel. Quel bilan, au-delà de ces chiffres, peut-on tirer de la conduite de ce chantier ces derniers temps de mon intervention? D'abord, en premier lieu, il est important de reconnaître que sur le plan doctrinal, il y a un grand chemin qui a été parcouru. Et là, je soulignerai un peu un paradoxe compte tenu de la nature et de l'ampleur de ce sujet. Finalement, on a un cadre juridique qui n'est pas excessivement bavard, comme vous l'aurez noté. Et depuis, il a fallu compléter et innover par rapport à ce cadre législatif. D'abord, on l'a vu à travers la question de qu'est-ce qu'un accord de fusion de champs. Et la pratique de l'accord interbranche s'est développée massivement dans le contexte de la fusion des branches, concomitamment d'ailleurs au début du chantier avec l'exercice de la création des OPCO. Et aujourd'hui, les accords interbranches se sont largement répandus et on s'accorde aujourd'hui d'ailleurs sur les critères de cet accord pour considérer qu'un accord interbranche, c'est un accord qui remplit les conditions de validité dans chacune des branches. Et on s'accorde également à considérer que l'accord de fusion des champs, essentiellement, mais les spécialistes sauront qu'il y a quelques nuances, constitue précisément un accord de branche. Deuxième question juridique sur laquelle il a fallu avancer, celle de savoir comment on appréciait la représentativité en cas de fusion des champs conventionnels. On se souviendra des débats doctrinaux initiaux. Faut-il ou non considérer le maintien des conventions collectives pendant 5 ans comme le maintien de la représentativité infra pendant ce délai? Et la DGT avait dû trancher ce délicat débat et le Conseil d'État a confirmé ce choix récemment. Comment interpréter, troisième question, la notion d'organisation admise à négocier, mentionnée à l'article L22-61-34 ? Fallait-il y voir un statut de négociateur ad hoc ou non, au risque de se voir opposer l'idée d'une entorse à la loi de 2008 ? Là aussi, la DGT, en lien avec le Haut Conseil du dialogue social, a dû innover et la décision QPC de 2019, si l'abondement de pratique ne suffisait pas à l'évidence, valide à notre sens notre approche.
Je passe les innombrables questions que ce chantier a suscitées. Peut-on négocier dans des champs infra à la fusion? Comment compte-t-on les 5000 salariés? Qu'est-ce que la faiblesse du nombre d'accords conclus, etc. Cette énumération est incomplète, mais c'était pour vous, voilà, pour mettre en lumière les questions délicates auxquelles nous avons dû répondre dans le relatif silence des textes, dans un cadre et d'un dialogue permanent avec les partenaires sociaux au niveau interprofessionnel. Évidemment, un des éléments de réponse aussi à ces questions juridiques a été la décision QPC de 2019 que je mentionnais, qui a bien, qui a bien fait de la reconnaissance d'une spécificité des sources de liberté conventionnelle en matière de négociation collective, qui a encadré les pouvoirs du ministre, qui les a globalement reconnus, ceux qui étaient confiés par la loi, à l'exception de la possibilité de fusion sur le thème de la cohérence des champs, censuré pour cause d'imprécision, qui a précisé également que la négociation dans le cadre des fusions, le principe de maintien dans ce cadre-là, le principe de maintien des spécificités de la branche rattachée, y compris en l'absence d'accord à l'issue du délai de 5 ans, était acté. Et puis enfin, ce que j'évoquais sur le rôle les organisations participantes aux discussions qu'il a fallu de décliner de manière opérationnelle. De manière globale, que retenir en termes de bilan? En termes quantitatifs d'abord, l'objectif des 200 qui avait été fixé par la loi de 2016 a été globalement atteint. On a 226 branches professionnelles aujourd'hui, si j'écarte les conventions collectives d'outre-mer. Et au-delà de ce chiffre, qu'est-ce qu'on peut retenir de manière plus qualitative? Je crois que d'abord, c'est ce qu'en disent les partenaires sociaux des branches concernées. Parmi les branches actuellement fusionnés, issus d'une fusion ou d'un accord, soit d'une convention collective. On a travaillé avec eux. 2/3 des branches ont précisé dans leur préambule d'accord le sens qu'ils voyaient à ce rapprochement. Et il y avait 4 motivations fortes qui sont ressorties principalement. La première, celle de clarifier les textes conventionnels. La deuxième, de les actualiser. La troisième, de rapprocher des secteurs et des métiers confrontés à des enjeux similaires. Et la quatrième, de simplifier le cadre conventionnel. Et de fait, les travaux de rapprochement sont le plus souvent accompagnés d'une revoyure, d'une modernisation des clauses conventionnelles pour certaines anciennes, obsolètes ou inadaptées, et nous a permis incontestablement à l'ensemble des acteurs de la négociation de branche de rendre plus effectif le droit conventionnel. Que dire quant à la question de l'harmonisation conventionnelle, qui était un autre de ses objectifs? Les partenaires sociaux ont eu recours de ce point de vue-là à une grande diversité de modalités de rapprochement. Dans plus de la moitié des cas, les partenaires sociaux ont prévu le maintien de stipulations spécifiques, qu'il s'agisse de stipulations propres à certains secteurs, pérennes ou temporaires, ou des clauses de maintien de droit. Dans la majorité des cas, des distinctions sectorielles sont adoptées par les partenaires sociaux. Dans ce cas, la majorité des dispositifs est mis en commun à des fins d'harmonisation, de clarification et de simplification, tels que le contrat de travail, l'égalité professionnelle par exemple, et les thématiques les plus régulièrement conservées, comme des dispositions spécifiques, listées par ordre décroissant, sont les classifications et rémunérations, les indemnités de départ à la retraite, les indemnités conventionnelles de licenciement, puis la formation professionnelle, la prévoyance et la prime d'ancienneté. Faut-il y voir, au maintien de ces stipulations, un échec des fusions de conventions collectives? Rappelons d'abord quels sont les objectifs du chantier reconnus par la décision QPC du 29 novembre 2019. C'était bien celle de renforcer le dialogue social au sein des branches, via notamment le renforcement des acteurs, permettre aux branches de disposer de moyens d'action à la hauteur des attributions que la loi leur reconnaît, et réguler la concurrence entre les entreprises. Et à l'aune de ces 3 critères, on porte une appréciation positive, parce que le renforcement des acteurs de la négociation est attesté par exemple par le mouvement de consolidation du paysage des organisations professionnelles. La mutualisation des moyens est de plus en plus notable un des effets les plus notables des fusions. Et puis le renforcement de la régulation de la concurrence est évident dans certains cas, même s'il n'est pas le fondement de toutes les fusions. Mais plus encore, si je reviens sur le délicat débat entre harmonisation et préservation de la diversité conventionnelle, je me permets ici de citer mon successeur à cette tribune, qui a travaillé récemment sur la question, avec la réserve constitutionnelle qui a posé le principe de création d'ensembles conventionnels complexes. Je cite, la décision du Conseil constitutionnel a mis en avant la nécessité de protéger le maintien des conventions légalement formées, ou du moins d'une partie de celles-ci,
cette perspective constitutionnelle est apparue déterminante en pratique. Au total, une grande partie des conventions harmonisées stipulent le maintien de certaines annexes sectorielles ou territoriales. C'est évidemment le constat qu'a fait la DGT dans ses interactions permanentes avec les branches, pour deux raisons. Si la fusion des branches impose un cas de négociation globale, il n'est pas synonyme obligatoirement d'uniformisation des règles. Fort est ainsi de constater que la fusion des branches, sans qu'elle n'impose un modèle unique, comme la tendance au demeurant déjà largement établie dans des environnements conventionnels de structuration sous forme d'architecture complexe, permettant de prendre en compte des situations différentes au sein des branches. Deuxième raison, les fusions de branches impliquent des négociations complexes qui imposent des compromis sensibles sur les droits conventionnels. Aussi, ces situations reflètent le compromis propre à chaque fusion entre acquis conventionnels passés et projets sociaux futurs, entre harmonisation et prise en compte des réalités économiques et sociales de secteurs analogues mais non rigoureusement identiques, entre un statut conventionnel unifié et le respect de situations distinctes propres à chaque branche, que ce maintien soit pérenne ou transitoire, avant d'être réinterrogé ultérieurement. Bien sûr, ces questions posent la délicate question du contrôle de l'administration lors de l'extension des conventions. Et c'est la raison pour laquelle il est utile, j'en profite de le dire devant vous, tout en partant du postulat que le maintien des spécificités, s'il est prévu par l'accord et en quelque sorte présumé justifié, qu'au stade de l'extension, nous puissions disposer d'éléments aussi objectifs et précis que possible pour consolider la position prise par les partenaires sociaux et ainsi assurer la sécurité juridique des parties en cas de contentieux. Mais au-delà des considérations juridiques que cette situation soulève, et sans préjuger des évolutions à venir au nom de la jurisprudence, la reconnaissance de cette autonomie des partenaires sociaux me semble à la fois utile et tout à fait nécessaire. En revanche, et c'est cela qui m'empêche d'adhérer totalement à la notion de branche fédérative promue par certains, je considère qu'une représentativité dans la branche est gage de cohérence dans l'ensemble du champ, quitte à organiser la négociation par mandat sur des sous-secteurs, tel que cela est convenu dans certaines fusions. Voilà, en fin de compte, l'acquis principal de ce chantier reste d'avoir mis en mouvement les branches professionnelles, ce qui n'avait été rien d'évident à l'origine, et aujourd'hui des branches non concernées par les critères légaux ont entrepris des travaux de rapprochement, ce qui est bien la preuve de l'appropriation par les acteurs de l'importance de l'enjeu porté par ce chantier. Voilà, les étapes à venir pourront évidemment s'appuyer sur cette expérience acquise, tant par l'administration que par les partenaires sociaux, chacun dans leur rôle sur ce chantier, qui n'a certainement pas continué à épuiser ses potentialités à l'heure actuelle. Et nous reviendrons sans doute sur les 15 ans et les 20 ans du processus de restructuration des branches dans quelques années. Merci beaucoup.